Ok, désolé pour ce temps. Maintenant, tout est en ordre. On a commencé à enregistrer. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire le cours sur l'introduction à la santé numérique et la télémédecine. Donc, c'est mon premier cours à distance avec vous. Et je pense que les autres ont bien assuré. Moi, j'étais un peu coincé dans des zones où il n'y avait pas assez de connexion. Donc, c'est ce qui a amené ça. Alors, le cours d'aujourd'hui, on va vous parler en termes de contenu de l'historique de la santé numérique, de quelques définitions et terminologies, l'utilité de la e-santé ou santé numérique et la télémédecine. Parce que en ces temps de COVID, c'est dans l'air du temps. Donc, en termes d'historique, nous pouvons dire que c'est en 1905 qu'on a eu le premier cas de télésanté lors d'un ECG transmis sur 1,5 km. Donc, c'était aux États-Unis. Alors, on verra qu'en 1910, l'utilisation des stéthoscopes au téléphone pour écouter les bruits du cœur. Et en 1948, il y aura la transmission d'une image radiographique par téléphone sur une distance de 38 km au USA, suivi de la création d'un système de téléradiologie à Jean Talon, toujours en 1948, ça c'est au Canada. En 1959, on a eu la première consultation de psychiatrie en vidéo. Donc, c'est pour vous dire que les questions de télésanté et de télémédecine n'ont pas commencé maintenant. Ce n'est pas l'arrivée d'Internet que ça a commencé. Ça a commencé il y a très longtemps. Alors, le cas emblématique de télémédecine qu'on a vu qui était très futuriste, ça c'est l'opération Lindbergh, réalisée en 2001. Une chirurgie complète de la vésicule biliaire qui a été réalisée à 7500 km de distance. Le chirurgien était à New York et a contrôlé un robot qui se trouvait à Strasbourg. Donc, c'est l'équipe, le professeur Jean Maresco, qui est une figure bien connue de la téléchirurgie mondiale. Donc, vous voyez ici le professeur Maresco qui est en train de conduire le robot. Il est à New York face à ses écrans avec ce qui se passe dans la salle. Et vous voyez le patient qui est couché ici, qui est sur sa table opératoire avec tous les équipements nécessaires et vous ne voyez presque personne autour de lui. Mais il y avait des infirmiers, des infirmières et d'autres médecins et d'autres chirurgiens prêts à intervenir en cas de problème parce que c'était une première mondiale. Alors, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Donc, en Afrique de l'Ouest, on peut dire que le Sénégal a été pionnier. C'est le professeur Mamadou Gueye qui a été le premier à monter un programme de télésanté en Afrique de l'Ouest francophone. C'était en 1999. Donc, pour lui, l'objectif était de rendre les spécialités chirurgicales financièrement et géographiquement accessibles à tous les Sénégalais par le développement de la télémédecine, dont il aime à dire c'est ma nouvelle passion. Donc, le professeur Madougé, nous avons eu la chance de le rencontrer, de parler avec lui, mais il est parti trop tôt, trop tôt. Alors, il y a aussi le projet malien, donc, qui est remis comme Kenya Bloom, donc, qui a commencé en 1998, donc, avec un projet devenu de conférence d'Internet au Mali qui s'appelait Internet, les passerelles du développement. Donc, en 98, on préparait Bamako 2000, Internet, les passerelles du développement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu avoir
nous-mêmes le financement de ce projet de télémédecine avec les Suisses. Et nos activités qui ont commencé, je disais, en 98 et de 99 à 2008, c'était un pilote associatif. Et puis, à partir de 2008, c'est passé à l'institutionnel où on a vu la création de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Pour ce qui est le Burkina Faso, il y a aussi eu un engouement donc, avec le projet RAFT, qui est le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, donc qui est parti du projet Kenya Blom du Mali. Donc aujourd'hui, ce projet est sur plusieurs continents, donc dans le cadre du téléenseignement. Alors, ceci va nous conduire à faire quelques définitions, quelques terminologies. Le terme de e-santé ou e-health en anglais, avec ses équivalents télésanté, santé numérique, santé connectée, désigne tout le domaine où les technologies de l'information et de la communication TIC sont mises au service de la santé. Nous avons aussi la définition de l'OMS en 1945 qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, cette définition s'applique au domaine de la télémédecine en termes de prévention, de maintien à domicile, de suivi d'une maladie chronique à distance comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les dossiers médicaux électroniques ainsi que les applications et la domotique, en n'oubliant pas cet aspect aujourd'hui qui est extrêmement important pour nous tous, qui est le well-being, c'est-à-dire le mieux-être, le mieux vivre, avec tout ce qui est activité, surtout de maintien d'un bon état de santé, par exemple le sport, la marche, l'exercice physique, l'utilisation d'un certain nombre d'aliments aux bénéfices nutritionnels intéressants. Tout ça, et aujourd'hui, la télémédecine permet de développer toutes ces applications. Donc, la e-santé apparaît de plus en plus comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les systèmes de santé, évolution de la démographie médicale, inégalité territoriale d'accès aux soins, hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore vieillissement de la population et prise en charge de la dépendance qui peut être dépendance à l'alcool ou bien à des drogues. En revanche, une incertitude demeure quant à sa capacité à réduire les coûts, du moins dans un premier temps. Si elle laisse espérer plus d'efficience, elle pourra aussi offrir de nouveaux services entraînant des dépenses supplémentaires. L'enjeu du déploiement de la télésanté est donc moins économique que qualitatif. Toujours en termes de définition, on peut dire que e-santé, c'est la même chose que télésanté, c'est égal à cybersanté. C'est la traduction de l'anglais telehealth, qui veut dire technologie qui permet aux patients, aux infirmières et aux médecins de se parler comme s'ils étaient dans une même pièce. Ça, c'est la définition du ministère fédéral de la Santé du Canada. Par contre, la télémédecine est la pratique de soins médicaux utilisant des communications interactives, sonores, visuelles et de données. Ceci inclut les prestations de soins médicaux et chirurgicaux, les consultations professionnelles, le diagnostic, ainsi que la formation et le transfert des données médicales. Donc, ainsi, vous remarquerez que télésanté, e-santé, cybersanté et autres, là, s'intéressent à la santé publique de manière globale, tout y est dedans. Mais quand on vient sur la télémédecine, ça va être vraiment le domaine clinique. Alors, l'informatique médicale est l'application des techniques issues de l'informatique au domaine médical. Donc, la cybersanté, donc, comme je le disais par e-health, cybersanté ou service de santé en ligne, on entend l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, TIC, pour l'organisation, le soutien et la mise en réseau de tous les processus et personnes impliquées dans le système de santé. Ça, c'est la Confédération suisse, Office fédéral de la santé publique, qui donne sa définition. L'OMS définirait la cybersanté comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en faveur de la santé d'une manière générale.
Et la cybersanté s'intéresse à l'amélioration de la circulation des informations par voie électronique afin de soutenir la prestation de services de santé et la gestion des systèmes de santé. Donc, vous voyez que cette définition nous font voir que ces domaines s'appliquent à l'ensemble des compartiments d'un système de santé. Ce n'est pas juste le domaine clinique qui est concerné, il y a le domaine du management, il y a le domaine de la logistique, il y a le domaine du laboratoire, des médicaments et tout ce qui est vraiment la circulation de l'information sanitaire. Ce qui d'ailleurs va amener ce qu'on appelle une certaine inimité entre les professionnels de l'information sanitaire et l'apparition des spécialités comme les spécialités d'informatique médicale, d'informatique de santé ou bien de santé numérique, parce que ceux qui sont dans l'information sanitaire considèrent que c'est une sorte de danger pour eux. Au lieu de se l'approprier, au lieu de faire ce qu'on appelle une amélioration de leurs compétences, ils se sont murés dans des sortes de luttes vaines, non productives et qui mettent tous nos systèmes de santé en retard. Et c'est la même chose dans tous les pays, ce n'est pas seulement spécifique au Mali, dans tous les pays en voie de développement. Nous remarquons surtout les pays francophones. Bon, les anglophones, ils ont compris, hein, et ils n'ont pas trop ces genres de problèmes. Mais dans les pays francophones, il y a une lutte à mort pour ceux qui sont dans l'information sanitaire classique contre tout ce qui vient avec la santé numérique. La cybersanté consiste à utiliser selon des modalités sûres et offrant un bon rapport coût-efficacité les technologies de l'information et de la communication TIC à l'appui de l'action de santé et dans les domaines connexes. Ça, c'est la définition de l'OMS Afro. Pourquoi l'OMS Afro a fait cette définition? Parce que comme vous avez vu, j'avais mis en rouge, est-ce qu'on va avoir les bénéfices attendus en termes d'investissement? L'OMS Afro ramène une notion très importante qui est d'avoir ce qu'on appelle des modalités sûres offrant un bon rapport coût-efficacité. Donc, dans nos pays, nous ne devons pas aller chercher des technologies sophistiquées coûte que coûte. Et de par cette définition adoptée par OMS Afro, c'est ce qui a fait que de plus en plus sur le continent africain, nous avons observé à des innovations très, très importantes avec tout ce qui est des utilisations de téléphones mobiles dans le secteur de la santé. C'est beaucoup parti de l'Afrique, surtout de la zone Afrique de l'Est, hein, des pays comme le Kenya, le Rwanda ont expérimenté beaucoup de choses comme ça, l'Ouganda, avant que ça n'arrive chez nous, tout ce qui est MLF. Donc, de l'adapter à la réalité locale. Alors, elle précise aussi les composantes de la e-santé ou cybersanté, qui est au nombre de 7. Alors, ces composantes sont le leadership et la gouvernance, les stratégies et les investissements, la législation politique et conformité, les ressources humaines, les normes et interopérabilité, l'infrastructure et les solutions ou applications et services. Ça, c'est les 7 composants, les, les 7 composantes clés de la e-santé ou de la santé numérique. Alors, si aujourd'hui, l'OMS a balisé le terrain, hein, donc quand on va parler de télémédecine, de e-santé, de santé virtuelle, de santé en ligne, télésanté, de santé connectée ou de cybersanté, c'est tout ça qui fait la santé numérique. Parce qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de termes et les gens commençaient à faire, on appelle ça, de confusion, des guerres de terminologie. Il y en a qui pensaient que oui, si on parle de e-santé ou santé électronique, ben, on ne parle pas de santé virtuelle. Il y en a qui disaient non, la santé en ligne, c'est tout ce qui est seulement lié à Internet. Mais si tu as un système de santé, un dossier de patient électronique qui est sur ton ordinateur qui n'est pas connecté. Donc, non, tu ne fais pas de santé en ligne. Voilà. Alors, l'OMS a fait un travail pour dire, bon, tous ces concepts qu'on met ensemble, c'est ça la santé numérique. Et même l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé, c'est de la santé numérique. Voilà un peu le consensus qui s'est dégagé maintenant.
Alors, quels sont les avantages attendus de la e-santé ou bien de la santé numérique, hein? Ces avantages attendus, l'OMS en a parlé lors de sa 63e session du comité régional, là. Donc, on attend l'amélioration de l'accès, la continuité et l'efficience des soins et services. On attend que ça va offrir des services spécialisés à l'extérieur des centres urbains. On attend que ça va améliorer l'accessibilité aux soins aux usagers fragilisés, les personnes les plus vulnérables. On attend que ça va réduire les déplacements des patients et des professionnels de santé. On attend que même si d'autant voudraient que ça se soit prouvé maintenant, la réduction des coûts, mais la réduction des délais, ça c'est très clair. Et ça va briser l'isolement et créer des liens professionnels entre tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé à quelque niveau où ils se trouvent. Donc, ça va créer des ponts vers la communauté en dehors des réseaux de santé parce que de plus en plus, on pense qu'il est mieux de prendre les gens en charge dans leur milieu. Donc, un gain de temps en ce moment pour l'usager patient, une adaptation correcte des patients et des médecins, mais nécessitant une formation, une efficacité clinique comparable aux méthodes classiques à court terme, la baisse du taux de la gravité des complications et l'augmentation de l'observance thérapeutique. Ça, ce sont les avantages attendus. Alors, comment est-ce que la e-santé, la santé numérique est organisée? Ça, c'est par rapport aux distributions sémantiques des termes utilisés en santé, en télésanté, donc où on fait ce qu'on appelle euh, la correspondance. On va avoir ce qu'on appelle la télésanté qui est une modalité de pratique de la médecine, de la santé. Donc, cette modalité va avoir des champs de pratique. Donc, et ces champs de pratique vont s'appeler, par exemple, télémédecine, téléréadaptation, télénursing ou télésoins. Ceci va conduire, par exemple, en matière de télémédecine, à des spécialités et à des services où on va avoir des services de spécialités ou d'offres de services en téléoncologie, en télénéphrologie, en téléorthophonie ou télépsychologie. Et toutes ces spécialités vont offrir ce qu'on appelle des activités de téléconsultation, de téléformation ou de téléconférence. Et on va avoir des technologies ou des systèmes qui vont soutenir cela. Ça peut être de la visioconférence ou bien des applications dédiées par rapport à telle ou telle activité. Donc, ce qui nous conduit à regarder un peu du côté des outils. On va avoir en termes d'outils des systèmes d'information hospitaliers qui sont des outils, des logiciels ou bien des logiciels qui vont gérer le bureau des entrées, qui vont gérer le dossier médical électronique du patient, le laboratoire, la pharmacie, etc., etc. On va avoir des entrepôts de données qui sont ce qu'on appelle des endroits où on va venir mettre les données, les indicateurs de santé anonymisés, pas avec l'identification des patients ou bien des malades. Ça, c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas le faire. Donc, ça va être les outils de type DHIS2, Global Health Barometer, même si actuellement, nous nous rendons compte que, par exemple, avec le DHIS2, ils vont faire le tracker en ne prenant pas euh, la précaution de faire en sorte que quand tu as un DHIS2 tracker pour, par exemple, tracker des patients COVID ou des patients Ebola, il ne faut pas que leur nom, leur prénom, leur sexe et autres là, un certain nombre d'informations liées à la confidentialité se retrouvent sur l'entrepôt de données où on peut aller voir ces données-là. Non, on doit prendre ces précautions, mais très souvent, peu de projets le font. Il se trouve que si jamais le patient l'apprend, et un patient l'apprend, il peut gagner rapidement son procès si jamais il porte plainte auprès de l'autorité de protection des données à caractère personnel qui est l'ADDP et ADPD au Mali ou d'autres organisations au niveau international. Et ça risque de poser des problèmes pour la structure de santé qui utilise sans respecter les normes.
Il y a la visioconférence, ou comme on est en train de le faire aujourd'hui avec Zoom Meeting, il y a Google Meet, il y a d'autres applications. Il y a les référentiels des professionnels de santé. Le meilleur exemple par rapport à ça, c'est la base de données de l'ordre des médecins ou bien de l'ordre des pharmaciens du Mali qui sont accessibles en ligne. Aujourd'hui, un pharmacien ou un médecin peut se connecter et vérifier sa situation, et aussi un citoyen peut aussi se connecter et vérifier que quelqu'un est réellement un médecin inscrit en règle ou pas. Donc, ce qui nous conduit à aller regarder la télémédecine de manière plus pointue. Pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'avec la COVID-19, les activités de télémédecine ont explosé un peu partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle on a décidé de vous faire un petit focus là-dessus. Donc, la définition, c'est l'exercice de la médecine à distance et ça implique un médecin. Donc, comme je l'avais dit, en 1920, il y a eu la première licence radio de service médical au bateau publié à New York. Donc, les bateaux qui étaient en mer dans l'Atlantique Nord et dans l'Atlantique, comment on appelle ça, partaient vers l'Europe, pouvaient avoir accès à un service médical où ils appelaient, un médecin répondait et parlait des signes du malade qui est sur le bateau et puis ils étaient conseillés. En 1994, il y a eu la première démonstration de téléradiologie scanner piloté à l'Hôtel Dieu de Montréal au Canada sur un patient situé dans l'appareil de l'hôpital Cochin à Paris. Donc, on a fait le scanner à Paris et puis l'image était, le scanner même était piloté depuis Montréal. Donc, en ce moment, en France, il y a eu un décret, le décret numéro 2010-12-29 du 19 octobre qui était relatif à la télémédecine, qui permet d'encadrer vraiment la télémédecine dans ce pays. Et encore au Mali, on n'a pas aujourd'hui un texte qui encadre la télémédecine jusqu'à présent. Donc, en termes de télémédecine, on peut parler de téléconsultation, de téléexpertise, de télésurveillance, de téléassistance ou de réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation de l'urgence médicale. Ça, ce sont les applications de télémédecine. Alors, en termes de typologie, donc, il est possible d'intégrer une composante de transfert de connaissances, que ce soit pour l'usager, le professionnel ou toute autre personne assistant à cette activité. Dans ce cas, le type d'activité se référera à la majeure, soit dans le but premier de l'activité. Ça, c'est ce qu'on appelle par rapport aux activités cliniques en télésanté. Donc, on va avoir ce qu'on appelle l'enseignement. On va avoir dans l'enseignement la télééducation, qui est de fournir aux patients présents ou à distance de l'information sur sa maladie, ses symptômes, les gestes à faire, à ne pas faire pour s'administrer un soin particulier dans le but de l'aider à mieux gérer sa santé. Il y a la téléformation, téléconférence, ou la participation des médecins et professionnels de santé à des formations ou conférences à distance, comme on le fait présentement. Le diagnostic et le suivi. Dans le diagnostic et le suivi d'évolution, on va avoir la téléconsultation, qui est une consultation à distance d'un patient par un intervenant visant à poser ou confirmer un diagnostic, réaliser un suivi de l'évolution de la condition ou réajuster le plan de traitement. On va aussi avoir une télédiscussion de cas qui est communément une communication entre les intervenants ayant pour objectif de discuter en équipe et en l'absence du patient, du diagnostic, du plan de traitement ou de toute autre information pertinente en lien avec son état de santé. Donc, très souvent, ça se passe sur les pathologies très difficiles, en oncologie, par exemple, où les gens font des conférences de cas, ils vont discuter sur un cas et puis décider de comment est-ce qu'ils vont améliorer la prise en charge. Il y a l'assistance avec la téléassistance qui est un acte clinique spécifique réalisé par un intervenant auprès d'un patient ou de sa famille sous assistance d'un second intervenant qui est un expert présent à distance. Donc, la téléassistance et la téléexpertise sont un peu similaires. Donc, on peut aussi avoir la téléintervention qui est un acte clinique spécifique par un intervenant auprès d'un patient ou de sa famille présent à distance. Donc, celui qui est à distance va intervenir directement sur le patient. Et il y a la télésurveillance qui est une surveillance de variables cliniques d'un patient et transmission électronique des données à l'équipe traitante pour aider à planifier une intervention requise. Voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à la typologie de la télémédecine et de ses différentes
intervention. Mode d'interaction de la télémédecine, il y en a deux. Il y a la communication en direct et il y a la communication en différé. C'est ce qu'on appelle la télémédecine synchrone ou la télémédecine asynchrone. Pour la synchrone, ça facilite l'accessibilité aux services de santé spécialisés à distance. Ça permet aux personnels de la santé d'échanger avec leurs collègues en temps réel, permet la formation du personnel et l'échange de données de recherche, permet d'accéder à une expertise à distance en temps réel et permet de fournir, d'obtenir rapidement des informations cruciales lors d'interventions urgentes. Par contre, la communication en différé ou la télémédecine asynchrone permet de saisir, de stocker et de transmettre des données, images ou vidéos à un clinicien, à un spécialiste, à un expert, mais de manière extemporaire, c'est-à-dire plus tard, permet à un professionnel d'accéder en mode asynchrone à une ressource. En clinique, elle est importante pour obtenir un second avis de l'assistance. Elle permet de communiquer de l'information importante, pas nécessairement urgente. Donc, pour la téléconsultation, c'est la possibilité pour un patient d'accéder directement à distance à une consultation médicale ou paramédicale. Les moyens, ça peut être une utilisation du téléphone, c'est que ce n'est pas très souvent en Amérique et au Canada. L'utilisation d'une salle de consultation virtuelle, c'est ce qui se passe très souvent dans nos pays. Mais on peut aussi la faire accompagner de télémanipulation, par exemple en termes de téléographie, par exemple, où il y a des robots qui peuvent manipuler, ou bien dans le cas de la téléchirurgie, comme on l'a dit. Il y a aussi l'échographie qui se prête bien à la téléconsultation. L'attendu, le résultat, c'est un diagnostic, c'est aussi une prescription pour améliorer la prise en charge de la personne qui est consultée. Téléexpertise, c'est la possibilité pour un professionnel de santé d'obtenir à distance un avis sur le cas d'un patient avec ou sans la participation du patient. Nécessite le plus souvent la mise en commun du dossier médical multimédia du patient, par exemple des textes, examens de biologie, des images fixes, radiographie, des images animées, échographie, du son, l'auscultation et le Doppler. Donc, ça nécessite parfois le retraitement des données initiales où on peut faire, par exemple, la reconstruction en 3D d'une image d'imagerie par résonance magnétique ou IRM. Donc, ça, c'est sur le plan de la téléexpertise. Sur le plan du téléenseignement, excusez-moi de revenir un peu en arrière. J'avais oublié quelque chose sur cette diapositive qui montre que dans toutes ces activités, que ce soit le diagnostic, l'assistance, l'intervention et même la surveillance, on peut faire ce qu'on appelle un transfert de connaissances qui va arriver à ce qui est l'enseignement. Donc, je retourne au téléenseignement qui est apprentissage interactif à distance. Il peut avoir différents aspects. C'est la mise en commun d'outils pour les enseignants pour réaliser leurs cours. Donc, ça, c'est entre les enseignants. C'est la mise en commun de bases de données élémentaires de référence. C'est le cas qu'on voit très souvent comme le PubMed pour tout ce qui est les publications scientifiques, par exemple. On peut aussi voir ça, des bases de référence d'images médicales où on peut aller faire des comparaisons. On peut avoir des bases de référence de cas cliniques, aussi l'apprentissage par les pairs, qui est l'APP, ou aussi l'apprentissage en ayant, qu'on appelle ça, le recours à la reconnaissance. Voilà. Il y a la réalisation d'enseignement à distance en formation initiale, comme on est en train de le faire actuellement, parce que le cours, c'est un cours qui est dans un programme de formation initiale, et on peut aussi le faire en formation continue. Télésurveillance. La surveillance à distance d'un patient, généralisation du problème observé en réanimation à un patient distant, en particulier à son domicile. Donc, l'exemple peut être la surveillance de la dialyse à domicile d'un insuffisant rénal chronique. Nécessite un équipement abordable chez le patient. Donc, il y a les problèmes de prix et complexité de la maîtrise par un patient qui peuvent se poser quand on veut faire de la télésurveillance. Mais il y a aussi de la télésurveillance simple, hein, qui est un appareil de téléélectrocardiographe qui peut être mis à la disposition du patient pour qu'il puisse surveiller sa situation cardiaque, aussi les tensiomètres électroniques
qui peuvent tous être connectés et on peut même les connecter au dossier de santé électronique du patient pour que ces informations arrivent automatiquement dans son dossier. Il y a la télécoopération où il y a le travail à plusieurs équipes à distance sur le cas d'un patient. L'exemple, c'est les visio-staff, c'est les staffs en visioconférence, où il y a des débats multidisciplinaires autour de dossiers d'un patient en vue d'une décision collective, ce qui arrive très souvent, comme je le disais, en oncologie médicale ou en radio-oncologie. Partage d'expertise et de moyens dans le cadre de la simulation d'irradiation d'une tumeur entre un hôpital disposant des appareils de stéréotaxie et un hôpital disposant des moyens de simulation. Donc, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'optimisation d'utilisation des équipements entre les hôpitaux d'un réseau où un hôpital a tel équipement, mais l'autre ne l'a pas, mais lui dispose d'un autre équipement que l'on ne l'a pas, donc il peut mettre cet équipement en commun pour travailler ensemble. Mais il nécessite le partage d'un dossier médical multimédia et l'interopérabilité des systèmes que nous verrons probablement, que vous verrez avec le docteur Abdoulaye Konaté. Les actes, en termes d'aspects juridiques et éthiques, les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne. Donc, ça, c'est le principe du consentement électronique. Mais quand même, il faut informer la personne. Chaque acte de télémédecine est réalisé dans les conditions garantissant l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte, l'identification correcte du patient et l'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte. Il faut que ces trois conditions soient réunies pour pouvoir faire un acte de télémédecine qui respecte les aspects éthiques et juridiques. Si l'une de ces trois composantes manque, il y aura problème. Tenue du dossier du patient sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée, le compte rendu de la réalisation de l'acte, les actes et les prescriptions médicamenteuses effectuées dans le cadre de l'acte de télémédecine, l'identité des professionnels de santé participant à l'acte, la date et l'heure de l'acte, le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte. Par exemple, vous pouvez faire une téléconsultation et vous avez un problème de réseau, il y a coupure de l'Internet à la 35e minute. Donc, vous devez vraiment le spécifier qu'à la 35e minute de consultation, il y a eu une coupure de réseau qui a coupé la communication et que vous avez repris votre téléconsultation 2 minutes ou bien 1 minute après. Mais c'est extrêmement important de le mettre. Ou bien quand il y a eu coupure d'électricité, si vos systèmes n'ont pas de backup électrique et que ça a fait que le système a été coupé, il faudra bien le notifier. Pourquoi il faut le faire? Parce que c'est comme le dossier du patient, c'est votre premier avocat. C'est ce qui va vous protéger si vous faites de la télémédecine ou autre activité. Si on vous demande le document, ce dossier, c'est votre premier avocat qui va vous permettre de vous défendre et de vous dire, vous avez fait les choses dans les règles de l'art. Donc, ceci met fin à cette présentation. Vous avez là quelques exemples de services et de vidéos que j'ai mis à votre disposition. C'est des liens qui sont cliquables dans le document. Vous pourrez cliquer là-dessus et pouvoir aller regarder cela, qu'on appelle ça, à plus tard. Donc, ce que je peux peut-être faire, je vais vous montrer un exemple de télésoin à domicile. Je vais vous partager la vidéo. Je ne sais pas si vous avez le son.
Est-ce que vous avez le son? Moi, je n'entends pas. Je n'ai pas le son. Nous n'avons pas de son à notre Le son niveau commence à également. venir, mais ça Voilà, coupe. ça commence à venir. Mais ça coupe. Maintenant, c'est bon? Non, non. Ça commence à venir. Mais pas Non, très fort. ça s'est arrêté. C'est pas bon du tout. Allô, moi je n'ai pas de son, je n'ai pas de son. Alors, moi non plus, je n'ai pas de son. Alors, si vous n'avez pas le son, je comprends, je vais stopper ça. Donc, vous avez tous le lien dans la présentation et donc il n'y a pas de souci. Dans la présentation, vous pouvez aller cliquer là-dessus et vous pouvez vraiment avoir, comment on appelle ça, ces vidéos-là et vous pouvez les regarder, les écouter. C'est sur des liens, c'est des liens YouTube, c'est sur Internet. Donc, ceci met fin à la présentation. Donc, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Il n'y a pas de questions? Oui, Diakité, allez-y. Ok, bonjour, docteur Lee. Ok, merci pour la qualité de la présentation. Au fait, c'est par rapport à la télémédecine toujours et l'informatique de la santé. Je veux mieux comprendre quoi. Voilà. Alors, c'est ce que je dis, la télémédecine et l'informatique de la santé, nous pourrons dire que l'informatique de la santé, c'est une spécialité qui permet d'apprendre tout ce qui est, comment on appelle ça, le lien entre l'utilisation de l'informatique dans le secteur de la santé. Donc, c'est comme l'informatique médicale dans le secteur médical. Donc, c'est l'utilisation des techniques de l'informatique dans le secteur de la santé, c'est ce qu'on appelle l'informatique de la santé. Et la télémédecine est une partie de ça, parce que tu ne pourras pas faire de télémédecine si tu n'utilises pas un outil de technologie de l'information et de la communication. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui avec les TIC, il y a eu ce qu'on appelle la convergence entre les télécommunications et l'informatique, c'est ce qui a donné les TIC aujourd'hui. C'est pour cela qu'on parle de TIC, parce qu'on ne parle plus de NTIC. Au début des années 2000, on disait NTIC, NTIC. Maintenant, on a enlevé le N, ce n'est plus la nouvelle technologie de l'information et de la communication, c'est juste la technologie de l'information et de la communication, pour la simple raison que ce qui s'est passé, c'est que cette convergence entre télécommunication et informatique est devenue tellement imbriquée que si tu fais un appel téléphonique avec, par exemple, WhatsApp, est-ce que tu as fait de l'informatique ou bien tu as fait de télécommunication? Tu ne seras pas capable de le dire. Parce que tu vas faire l'appel avec un logiciel conçu qui est le WhatsApp. Tu vas même utiliser un réseau de communication qui est l'Internet, qui n'est pas un réseau de communication
classiques qui étaient les télécommunications où tu devais avoir normalement un câble branché entre toi de point à point, de chez toi vraiment à l'autre. Donc, tout ça, ça a changé parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est information qui circule dans les réseaux sont coupés par paquet, passent par des équipements qui sont des ordinateurs, parce que les routeurs aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des ordinateurs. Donc, du coup, on peut dire que l'informatique de la santé, c'est l'utilisation des techniques informatiques, des TIC dans le secteur de la santé. Et c'est la même chose que informatique médicale qui va être plus du côté médical parce que la santé, c'est global, c'est tous les secteurs. Donc, comme nous, les médecins, on aime cela jouer un peu particulier, donc on va parler d'informatique médicale. Maintenant, pour ce qui est, qu'on appelle ça, de la télémédecine est une composante de la santé numérique. C'est une petite composante de la télésanté ou bien de l'informatique de la santé. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Mais il peut y avoir d'autres qui peuvent avoir d'autres idées. On est en apprentissage d'adulte, donc les gens peuvent aussi donner leur avis. Alors, monsieur Dr Djabi avait levé avant Dr Diarra. Dr Djabi. Merci, cher maître, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, ma question tourne autour d'un certain nombre de points. D'abord, si notre maître peut nous faire un peu, brièvement du moins, donner le bilan de la télémédecine au Mali et également les perspectives de la télémédecine et pourquoi il n'y a pas de texte législatif jusqu'à présent régissant la télémédecine au Mali. D'autant plus qu'on parle de la télésanté ou de la télémédecine ou encore e-santé dans les différents objectifs ou dans l'objectif 6 des PRODES. Donc, voilà ma question, mes questions du moins. Merci. Question par question, ainsi je n'oublierai pas des parties. Alors, le bilan de la télémédecine au Mali, je pense que le Mali a un bilan positif en matière de télémédecine, hein, parce qu'on a eu ce qu'on appelle un des premiers grands projets porteurs en Afrique de l'Ouest, hein, qui est le projet de télémédecine Kenya Blue, hein, donc qui a démontré tout ce qui est possible. Tout ce qui est venu après sont partis de ce pilote-là, de cette expérimentation qui a prouvé. Hein. On a mis en place des systèmes au niveau rural, par exemple à Dimbal. Et aujourd'hui, ça continue. Hein. Il y a des activités de télémédecine dans beaucoup de services qui le font. Et ça aboutit à une institutionnalisation qui est l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Donc, oui. Ce qui n'a pas beaucoup marché, ça va être la question des textes. Je le dis en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai été pendant une dizaine d'années directeur de l'agence de télésanté. C'est ce que je disais, hein, on a eu ce qu'on appelle beaucoup de conflits parce que quand l'agence a été créée, vous savez, les rôles définis à l'agence, il y a beaucoup de services qui avaient une petite partie. Par exemple, il y avait la CPS qui coordonnait un certain nombre d'activités, il y a la DNS avec le système national d'information sanitaire qui coordonnait ça. Il y avait, comment on appelle ça, la direction, la DFM, qui était DAF à l'époque, qui a aussi un service informatique et archivage. Donc, eux tous ont vu la venue de cette agence comme une menace. Donc, nous nous sommes retrouvés, vous savez que nous avons dû, moi je me suis pris à plus de 5 fois pour introduire le plan stratégique national cybersanté du Mali, mais ce n'est jamais arrivé au niveau réunion interministérielle pour que ça puisse être discuté. Parce que quand on le propose, il y a des discussions interminables qui commencent à se mettre depuis les réunions des cabinets. Donc, on nous renvoie pour dire allez discuter entre vous et vous entendre. Et puis, ça prend énormément de temps. Et entre-temps, il y a le ministre change. Vous savez, la durée des ministres de la Santé au Mali, c'est 1 an tout au plus, hein, 1 an et demi. Hein. Donc, le plus long ministre de la Santé que moi j'ai côtoyé, c'était le ministre Oumar Ibrahim Touré. Hein. Donc, lui, il a fait 2 ans à peu près. Sinon, après, aucun ministre n'a fait plus de 1 an et demi. Voilà. Et ça continue jusqu'à présent. Vous savez, on vient juste de changer de ministre de la Santé il n'y a pas longtemps.
Donc, cette instabilité politique, c'est ce qui explique pourquoi, du côté des textes au Mali, on n'a pas beaucoup avancé. Mais je pense que les choses sont en cours. Lentement encore, on remet les choses en place et on pense qu'on va y arriver. Nous sommes en train de venir avec un projet structurant qui concerne les centres de santé communautaires et surtout les CESCOM universitaires où nous avons mis en place un programme de recherche sur les questions éthiques et réglementaires et juridiques. Donc, probablement, vous savez, avec ça, on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Donc, ça, c'est la réponse que je peux vous donner rapidement. Mais je pense que votre question avait une autre partie, peut-être que j'ai oublié. C'était quoi? Les perspectives. Bon, donc en termes de perspectives, c'est ce que je venais même de dire. Oui, les perspectives sont bonnes, hein, parce que malgré tout, le Mali, c'est un des pays avec la République démocratique du Congo, avoir une agence financée par l'État sur budget propre. Donc ça, c'est structurant, ça, c'est très intéressant. Vous avez la chance de faire ce cours avec des médecins spécialistes comme le docteur Savadogo, le docteur Konaté, le docteur Dja. Ils ont tous été en spécialisation en informatique de santé au niveau de l'université de Sherbrooke. Ils l'ont fait, qu'on appelle ça, avec le financement partiel de l'État. Hein. Donc, c'est parce qu'il y avait une vision de formation par rapport à tout ça. Donc, ça fait que les perspectives sont intéressantes. Et la dernière chose que je disais, oui, on arrive avec un projet financé par le PNUD qui est de l'informatisation complète avec l'utilisation de la télémédecine à travers des lunettes intelligentes pour le CESCOM au Mali. Donc, le projet pilote commence avec 15 CESCOM et probablement l'objectif est d'aller vers l'ensemble des CESCOM du Mali. Si ça marche, il y a beaucoup de partenaires qui sont en brèche pour pouvoir aider à aller là-dessus. Et le montage du projet est fait de telle sorte que le fonctionnement des systèmes ne doit pas être l'affaire des partenaires. Ça doit être notre propre affaire pour acquérir la pérennité et la soutenabilité de ce projet. Donc, Dr Diarra, je ne sais pas si ça répond à vos questions, Dr Dabi. Vous pourrez revenir après. Oui, ça répond, merci. Merci pour m'avoir donné la parole. Je vous remercie pour la qualité de la présentation. Mais en fait, vu le réseau au Mali 4G, vous ne pensez pas que la téléconférence serait difficile au Mali avec les 4G? Bah, la première chose, c'est que est-ce que vous avez des soucis pour suivre ce cours? Non, en fait, si avec la distance de certaines localités, de certains CESCOM qui sont très loin, la distance, je pense que, bon, ce ne serait pas un problème. Le problème n'est pas une question de distance. Le problème, c'est est-ce que l'infrastructure de télécommunication, il est là? Alors, les outils que nous sommes en train de déployer marchent avec du 3G, même pas du 4G. Merci. Voilà. Mais il y a un mot que vous avez donné, le baromètre. Là. Je ne sais pas quel. Le Global Health Barometer est une plateforme, qu'on appelle ça, qui est utilisée pour les structures qui ont installé Open Clinic. Et je pense que vous pourrez poser la question au docteur Konaté. Il pourra vous montrer le Global Health Barometer, la page du Mali. Vous savez, c'est ce qui a même poussé, je pense, à un moment bien donné, la direction de Gabriel Touré à l'époque, parce que c'est la première structure sanitaire au Mali qu'on a informatisée avec l'outil Open Clinic. Et on avait la possibilité de démontrer chaque soir quelles sont les recettes de Gabriel Touré et ça remontait automatiquement. Quelles sont les activités qui ont été faites, quels sont les types de consultations, les gens sont venus sur quel type de consultation. Donc c'est ça, ça permet d'avoir un tableau de bord pour voir. Et le ministre à l'époque, Ousmane Kouné, avait accès à ça depuis son bureau, donc pouvait dire... c'est grâce au docteur Lanseni Konaté qu'on avait pu mettre ça en place. Et quand on a mis ça en place, vous savez, la première retombée était que Gabriel, quand il est arrivé directeur, il avait demandé aux finances de Gabriel Touré de lui donner mensuellement quelles sont les recettes de Gabriel Touré, qu'est-ce qu'on gagne, voilà. Ils ont été incapables de le faire de manière correcte. Et quand on a installé cet outil, en un clic, il le savait. Il savait ses recettes journalières et mensuelles.
Et donc, ça a amené un certain nombre de transparence au sein de l'hôpital que Gabriel Touré, qui avait à peu près difficilement 13 à 14 millions par mois, eh ben, s'est retrouvé quand le docteur Lansini Konaté quittait avec, à 65 millions de recettes mensuelles. Hein. Donc, non, vraiment. Voilà, donc, mais c'est ce qui a aussi posé le problème de l'outil parce que ça amène trop de transparence et nous, on avait monté ça de telle manière que ceux qui sont les opérateurs ne peuvent pas venir chipoter dedans, c'est-à-dire faire des changements parce que la base de données, elle était sécurisée de telle sorte que tout ce que tu fais comme manipulation va être journalisé, tracé. Donc, eux, on leur a montré ça. On dit, on n'efface rien dans ce système. On peut juste cacher, mais on n'efface rien. Tout ce que vous allez faire va être inscrit. Donc, mais les gens n'aiment pas ça. Donc, du coup, le docteur Sanogo à l'époque, le cardiologue, lui, il a enlevé avec la complicité des syndicats et autres. Parce qu'une des choses que nous avons découvertes, c'était quoi? C'était que Gabriel Touré faisait par jour environ plus de entre 300 000 et 500 000 de consultations, qu'on appelle ça. Les recettes. Non, non, c'est pas les recettes. Les recettes, c'est plus que ça. C'est-à-dire, quand qu'on appelle ça, tu es professionnel de santé, quand tu es professionnel de santé ou bien tu es étudiant, tu as droit, comment on appelle ça? La gratuité. Voilà. Vous savez, voilà, l'exonération, la gratuité. Donc, oui. Et on a remarqué que chaque jour, Gabriel Touré donnait au minimum pour 300 000, 350 000 de gratuité. C'est-à-dire, il y avait, qu'on appelle ça, tout le temps, les membres du personnel, ou bien leurs parents, ou bien leurs fils, étaient tout le temps malades. Parce que quand on avait fait regarder, il y avait à peu près 576 professionnels au niveau de Gabriel Touré. Donc, quand on a regardé, ça veut dire que tous les jours, il y a au moins un cas, du moins un tiers, et la moitié de ce personnel a des problèmes avec leurs enfants. Parce que ça pouvait aller la gratuité pouvait aller le ticket de consultation, le ticket modérateur, du ticket modérateur aux analyses, aussi coûteuses comme le scanner. Ben donc, on a dit, il faut changer ça, parce qu'ils ont juste regardé, c'est juste une analyse de ce qui se passe. Donc, ils ont changé le processus d'obtention de la gratuité. Au lieu que chaque surveillant donne la gratuité dans son coin, ils ont dit non, et même le surveillant général, non, les gratuités doivent être visées par le directeur général adjoint. En changeant ce circuit seulement, de 350 000 par jour, ils sont tombés de 100 000. Voilà. Par jour. Merci. Bien. Merci, c'était les questions. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Merci, c'est bon. Allô? Allô, oui, bonsoir. Docteur. Oui, allez-y. C'est vrai que je n'ai pas levé la main, mais je voudrais savoir un peu quel est le niveau d'acceptation, n'est-ce pas, de cette nouveauté-là au niveau de nos collègues médecins, le niveau d'acceptation. Ah, ça, c'est très intéressant, hein, parce que on n'a pas fait d'études par rapport à ça. Donc, ça va être très, très difficile. Mais quand on regarde au niveau international les études qui ont été faites, oui, comment on appelle ça, l'acceptabilité des outils numériques varie en termes de génération. Hein. Les vieux médecins n'acceptent pas ça parce que c'est de la technologie, tout. Donc, eux, ils sont réfractaires. Donc, il y avait des études qui avaient démontré que les vieux médecins de la génération qui n'avaient pas eu Internet, tout, eux, ils sont réfractaires. Alors, les médecins de la génération Internet l'adoptent très facilement. Eux, ça ne leur pose vraiment pas de problème. Mais pour le Mali, on n'a pas fait une étude en tant que telle, mais on a vu quand même les mêmes tendances. Hein, parce que quand tu discutes avec les gens, tu vois, on avait vu que certains de nos enseignants qui étaient d'un certain âge étaient un peu réfractaires. Même si, curieusement, par exemple, la téléchirurgie malienne, le père, c'était le professeur Djibril Sangaré, le général Djibril Sangaré. Et donc, lui,
il est d'un certain âge, il est à la retraite maintenant, mais il nous a accompagnés depuis le début sur la télémédecine. Donc, voilà. Mais Ce là, qui est docteur clair, Lee, c'est est-ce que, qu'il n'est... Pardon. oui, pour terminer, ce qui est clair, c'est que les patients adoptent très facilement ces technologies sans aucun problème. Il y a les professionnels de santé, oui, il y en a qui résistent, il y en a qui adoptent. Ouais. Mais maintenant, de plus en plus dans le monde, les gens se rendent compte que si tu utilises un smartphone, ben, tu ne dois pas avoir peur des outils numériques dans la santé. Mais vous aviez un commentaire, vous pouvez y aller. Oui, en fait, j'étais en train de le dire parce que même avec la nouvelle génération, il y en a qui pensent que, par exemple, le fait d'instaurer l'informatique médicale ou bien l'informatique de santé dans nos systèmes, que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire un genre de communication, n'est-ce pas, pour que les gens puissent accepter cela de plus en plus, que les gens puissent s'intéresser à cela, faire une sorte de publicité entre guillemets? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, pendant une vingtaine d'années, c'est ce que j'ai fait. Hein. Ben, j'étais dans des émissions publiques comme Cybernétique, je passais à la télévision nationale. On avait ce qu'on appelle des rencontres de la Société malienne d'informatique biomédicale et de santé. On avait des congrès, mais c'est vrai que tout ça, ça a été un peu arrêté dernièrement, mais il y en a qui ont pris la relève. Hein. Il y a beaucoup d'autres équipes qui s'occupent aussi de télésanté et d'informatique médicale. Donc, oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas maintenu le cap, comme vous le dites. Hein. Donc, on comprend très bien. Peut-être qu'avec les nouveaux projets qui arrivent, on va reprendre cela. Mais personnellement, j'ai un peu arrêté avec cette question de publicité parce que c'est un couteau à double tranchant. Hein. Parce que si tu es aussi beaucoup sur les médias, les gens finissent par penser autre chose. Donc, du coup, c'est vous, hein, c'est vous nos ambassadeurs. Hein. C'est la raison pour laquelle on a amené ce cours dans le DS de médecine de famille, pour que vous soyez vraiment les ambassadeurs de la santé numérique, de là où vous allez exercer, et que vous puissiez l'utiliser et qu'on montre. Ce n'est plus en pilote qu'on doit montrer, c'est en utilisation normale, intégrée qu'on doit montrer. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'étais resté sur ma faim, parce que nous n'étions jamais arrivés à faire ce qu'on appelle une informatisation structurée des centres de santé communautaires. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Avec des retombées réelles. Oui, il y a eu des projets comme Data Santé, j'ai bien vu, mais avec tout ce qu'il y avait comme difficulté à ce qu'il soit interopérable avec le DHIS2, le logiciel n'était pas open source, le code source appartient à un Français, il n'a jamais été très clair par rapport à la finalité. Donc ça, c'était des limites de ce projet qui a été mené par Santé Sud. Voilà, donc vous devez peut-être être au courant. Mais là, le projet qui arrive est un projet structurant qui va peut-être nous permettre de changer la donne. Et vous, en tant qu'étudiant de DS, et vous êtes nos futurs ambassadeurs sur ces questions. Docteur Geneva Kanakon. D'accord. Merci beaucoup, docteur Lee. Nous avons déjà commencé la pub sur le terrain. Ouais. Et moi, j'ai d'ailleurs fait ma thèse dans le domaine. Donc, voilà, et je continue de faire la publicité. Merci beaucoup. Merci bien. Ok, docteur Kanakomo. Oui, docteur Kanakomo. Bon, à mon niveau, j'ai ma connexion qui est un peu stable. Mais j'aimerais vous remercier pour la qualité de notre cours qui a été bien donné. Ma première question a été prise en compte par le docteur Abbas, mais j'aimerais savoir, devant l'instabilité politique à qui vous faites allusion, pourquoi, puisque déjà la gouvernance ou bien le gouvernement, c'est une continuité, et avec l'instabilité politique, pourquoi ne pas directement taper à la porte du chef suprême lui-même pour voir la situation? C'est ma question. Alors, je vous répondrai que ça, c'est vraiment couteau à double tranchant. Vous savez, ben oui, c'est un couteau à double tranchant. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté à vous parler, comme on appelle ça, dans ce cours de la politique nationale, le plan national de développement de santé, le PDDS.
C'est pour que vous regardez et que vous compreniez, parce que nous sommes certains, nous on l'a fait parce qu'on est certain que vous ne l'avez pas fait pendant votre cursus médical, là. Les cours même de santé publique de la faculté, on ne vous a pas parlé de ça, du PDSS. Ou bien est-ce qu'on vous en avait parlé? Le cours que le docteur Konaté a fait sur le PDSS et le PRODES, est-ce qu'on vous avait parlé pendant votre cursus médical? Bon, un peu, mais pas tellement approfondi. Ça n'a jamais été dit. Voilà. Ça a été dit. Non, ils vont peut-être vous dire que le PDSS et le PRODES existent, mais vous prendre le PRODES et le PDSS et vous le montrer avec les tenants et les opposants, avec les expliquer. Mais ça n'a pas été fait. Non, voilà, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est ça le premier problème. Pas nous sommes formés à la faculté de médecine pour être des médecins cliniciens simplement. Et on ne nous dit pas à la finalité, qu'est-ce que nous allons faire, quel système nous allons servir. Parce que le système que tu vas servir, si tu ne le connais pas, il sera difficile. Parce que si moi, j'avais eu accès à ces informations avant de finir mes études de médecine, il y a des erreurs que j'ai commises que je n'aurais jamais commises. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, nous ne pouvons pas faire de manière isolée des textes de réglementation de la télémédecine. Parce que, par exemple, ce n'est pas l'antime va porter le dossier, mais quand vous mettez en place les règles d'utilisation de la télémédecine, ce n'est pas l'antime qui va faire la télémédecine dans le CESCOM. C'est le CESCOM qui va faire la télémédecine. Et donc, si vous n'avez pas, qu'on appelle ça, la DGSP avec vous, et la CPS et autres là, vous avez beau le faire, vous pouvez sortir un texte, mais qui ne sera jamais appliqué. Donc, et le processus même d'adoption des textes, c'est que quand vous amenez un projet de texte au niveau du ministère, le service porteur va l'amener, ça va être discuté en ce qu'on appelle en réunion de cabinet. Et en réunion de cabinet, si tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est très opposé, ce qu'on va vous dire, on va vous dire d'aller vous entendre. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant le temps où j'étais là. Chaque fois qu'on amenait les textes, on nous dit d'aller nous entendre. Maintenant, vous avez dit de taper haut. Ouais, c'est ce qu'on a fait. C'est parce que quand on a fait, nous, on a fait de 98 à 2008, on a travaillé que dans le milieu qu'on appelle ça associatif, en tant qu'association pour Kenya Blue. Donc, on a participé à beaucoup de réunions un peu partout dans le monde, on a fait des trucs, on a fait des publications là-dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas l'institutionnel au Mali. Et donc, on a proposé l'institutionnel. Et quand on a proposé l'institutionnel, comme vous avez dit, on a commencé à nous taper là-dessus, eh bien, on est monté haut. Et à l'époque, c'était le président Marout Mani Touré qui était là. Nous, on est monté, on allait le voir. Donc, il a débloqué. On a créé l'antime. Mais oui, ça a été créé. Mais ceux qui étaient opposés, là, ils n'ont pas arrêté de s'opposer. Donc, oui, même maintenant, on peut aussi monter très haut, là. Mais si les gens n'ont pas compris, et la meilleure manière de faire comprendre les gens, c'est ce qu'on a compris, c'est de mettre ça dans le cursus, c'est de former les gens, c'est que les gens sortent avec les compétences et la capacité. Je suis certain, vous, après ce cours, vous n'allez pas faire une opposition entre, par exemple, information sanitaire et santé numérique. Vous n'allez pas faire cette confusion. Voilà. C'est ça. Donc, c'est de ça qu'on a besoin parce qu'en ce moment, les choses vont s'installer. Vous savez, les Français, là, ils ont commencé à faire de la télémédecine il y a longtemps. Hein. On a montré les exemples. L'opération Ligue c'était 2001, là. Mais pour que la France ait des textes encadrant la télémédecine, c'est en 2010. Actuellement, le Canada, là, pour l'encadrement de la télémédecine même, les actes de télémédecine qui soient remboursés, tout, là, le Canada ne l'a pas encore. C'est avec Covid, là, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait beaucoup d'actes de télémédecine. Ils ont pris un décret de dérogation spéciale pour ça. Mais maintenant, ils sont en train de travailler pour que le texte sur la télémédecine soit là avec les actes qui vont être remboursés par les assurances. Bon, donc, c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est compris. Merci beaucoup, cher maître. Merci bien. Y a-t-il d'autres questions?
Y a-t-il pas? Il n'y en a pas? C'est trop clair? On a peur de ce qui est trop clair. Hein? Ah, il y a une question. Comment manipuler le Google Meet pour les vidéoconférences? Ah, bien. Alors, le Google Meet pour les vidéoconférences, c'est exactement comme le Zoom. Il faut avoir ce qu'on appelle un compte Gmail. Et si tu as un compte Gmail, tu peux le lancer et puis faire des liens pour les gens. Alors, pour la personne, ce qui est le plus simple, c'est très simple. Vous savez, Google, il fait tout. Hein? Donc, vous allez sur Google, vous mettez utilisation de Google Meet. Ah ben oui, et il va vous donner. Ben, je vais vous donner les liens. Utilisation de Google Meet. Voilà, participer. Tutoriel Google Meet. Je ne sais pas si c'est en français ou bien. Comment créer une réunion Google Meet? Acheter pratique de. Hop, hop, hop. Voilà. Oh, ça, c'est pas bon. Je vous cherche en français. Voilà. Ça, je vais vous envoyer ça dans le chat. Ça, c'est comment utiliser Google Meet avec les élèves. C'est une vidéo. Vous savez, tout est sur Internet maintenant. Votre temps est le temps béni de la connaissance. Non, merci d'avance. Il faudra copier parce que quand je vais fermer, quand on appelle ça le lien, le chat, ça va partir. Hein. Donc, Jara, il faut copier ces liens-là. Ça vous montre en vidéo comment est-ce qu'on utilise Google Meet. Et puis, si vous avez des soucis, allez sur Google et puis vous tapez Google Meet. Il y aura des documents aussi qui vont venir. Mais aujourd'hui, tout s'apprend par des petits bouts de vidéo. Si tu ne comprends pas, tu retournes et puis tu vois plusieurs fois et puis tu essaies de répéter. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'était la question qui était sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Ben, vous êtes aussi des experts. Hein? Il y a des choses. On est en apprentissage d'adulte là. Vous en savez sûrement plus que moi. Donc, qui veut me partager? Ou bien, docteur Abbas, vous qui avez fait votre thèse sur ces questions-là, vous avez peut-être des choses à nous partager? Ou bien c'est docteur Diarra qui veut parler? Non, merci. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, ceci va mettre fin à notre interaction d'aujourd'hui et on se dit à très prochainement. OK? Non, merci, professeur. Merci, professeur. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous tous. Salut. Merci. Merci.